Bonjour à tous. Bon, je suis Monsieur Daniel Vert, ancien ingénieur de recherche sur les performances du calcul quantique adiabatique pour l'optimisation et nouveau coordinateur du Hub Advanced Engineering Computing chez Systematic. Étant le pôle de compétitivité le plus important sur la deep tech avec 7 hubs et 3 enjeux, nous rassemblons et animons un écosystème riche et varié dont le quantique fait intégralement partie. Et depuis la création des premières startups du quantique en 2016-2017, comme Candela, le calcul quantique n'a cessé d'avancer, de croître, soutenu par la région, par l'État, et nous arrivons maintenant à un tournant, la production industrielle. Le calcul quantique est arrivé à cette nouvelle étape, et au-delà des protocoles, des POC, des essais en labo, cela signifie qu'il faut commencer à produire en série de manière avec des critères de qualité, de fiabilité et d'organisation technique. Même si la R&D offre un avantage certain et des performances concrètes, le challenge à court terme reste cependant cette étape de production sur le territoire régional, comme pour en témoigner donc les acteurs majeurs d'ici. Donc pour ça, j'accueille Guillaume Dessages de CryoConcept, Pierre Desjardins de C12, Guillaume Desjoigny de Victor, Valérian Guiez de Gardella et Olivier Pejon de Cubisoft. Alors bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la région. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots pour tous ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, bonjour, Valérian JS, donc cofondateur de la startup Candela. Donc on développe des plateformes de calcul quantique à base de manipulation de lumière. Donc la particule qu'on manipule, c'est le photon. Aujourd'hui, on arrive, la boîte est relativement vieille puisqu'elle a été créée en 2017. On a à peu près 80 personnes, 80 employés basés dans l'Essonne, à Massy, sur le plateau de Saclay. Et donc on a réussi à mettre des premiers processeurs quantiques dans le cloud, et on a reçu une première commande chez OVH Cloud pour fournir une machine en octobre 2023. Bonjour à tous, Olivier Pejon, je suis cofondateur et directeur général de Qubitsoft. Donc Qubitsoft, comme son nom l'indique, est une jeune start-up qui a été créée en février 2022 et qui fait de l'algorithmie, du software. Donc je vais représenter la partie software aujourd'hui. On a une vocation dans cette start-up, c'est de partir du cas d'usage métier. On a pris cette direction, ce parti pris, de ne pas développer un produit et de le pousser, mais plutôt de travailler avec des clients pour identifier des cas d'usage avec eux et les instancier après sur notre plateforme, qui sera donc une plateforme as a service. Et pour finir, on travaille sur 2 gros sujets actuellement. Un premier dans l'assurance, pour illustrer le côté métier de la chose, avec la Matmut, que je remercie, qui est dans la salle, sur du machine learning. Et puis, on travaille aussi sur de la logistique, puisqu'on a, grâce à l'ADEME, obtenu un gros financement sur un programme qui s'appelle Logistique 4.0 pour faire des travaux d'optimisation et de décarbonation sur la chaîne logistique en France. Voilà, donc c'est très métier comme approche et bien sûr, ça va utiliser les technologies de mes camarades. Merci. Bonjour, donc je suis Guillaume de Giovanni, cofondateur de la startup Victor, qui est aussi une startup qui a été créée en 2022, donc toute récente, mais plutôt sur le hardware et sur les technologies habilitantes. Donc nous, on va aider les fabricants d'ordinateurs quantiques à en fait résoudre certains problèmes qui ne sont pas purement quantiques, qui peuvent être le câblage, qui peuvent être le multiplexage des signaux hyperfréquences pour pouvoir contrôler un plus grand nombre de qubits ou les améliorer en utilisant et des technologies de traitement du signal, de l'électronique et également de la photonique. Et on est installé sur X Campus, un campus à l'ouest de Paris. Bonjour, je suis Pierre Desjardins, je suis le cofondateur et le CEO de C12. C12, donc on développe des processeurs quantiques semi-conducteurs. La particularité de C12, c'est que nos processeurs quantiques sont basés sur des nanotubes de carbone. C'est un matériau en fait exceptionnel pour protéger le qubit de toutes sortes d'erreurs, enfin de toutes les erreurs possibles qui peuvent attaquer le qubit. C12, c'est une société qui a été fondée en 2020, qui est basée à Paris et qui compte aujourd'hui 35 personnes.
Bonjour, Guillaume de Séché, directeur général de Cryoconcept. Donc Cryoconcept est une entreprise qui conçoit et fabrique ce qu'on appelle des réfrigérateurs à dilution, qui sont des réfrigérateurs donc ultra basse température, dont on va se servir pour la recherche fondamentale, mais aussi, surtout par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour l'informatique quantique. Et donc Cryoconcept est une entreprise qui est rattachée maintenant depuis 2020 au groupe Air Liquide. Ok, super, merci beaucoup. Je vais commencer avec la start-up la plus ancienne. Donc vous, Valérian, vous êtes donc cofondateur de Candela. Vous entrez effectivement dans cette nouvelle ère de production industrielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Et qu'est-ce que c'est pour vous le passage en production et pourquoi est-ce si important? Oui, alors effectivement, tout est dans le mot passage en production. Il y a le passage en production côté hardware et le passage en production côté software. Nous, on l'a vu déjà côté software, c'est-à-dire la capacité de mettre un logiciel à disposition de clients qui sont plus ou moins bien formés et vérifier que le logiciel tient et qui ne bug pas. Donc c'est la robustesse du logiciel. Il faut quand même aussi vérifier qu'il va avoir une certaine fiabilité dans le temps. Il va pas, voilà, ça c'est important. On l'a vérifié donc l'année dernière en mettant en ligne notre simulateur. On l'a revérifié en couplant ce software donc, qui s'appelle Perceval au hardware avec notre QPU de 6 qubits qui est maintenant en ligne depuis le mois de janvier et qui vient en fait permettre le contrôle de la machine hardware. Donc l'ensemble aujourd'hui est relativement stable. On est capable de fournir une disponibilité de nos machines à plus de 90%. Je pense que là-dessus, par rapport à l'ensemble de l'écosystème, notamment si on regarde les plateformes qui sont disponibles sur AWS, on est largement au-dessus. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur la résilience et la robustesse du système. Avant de parler d'industrialisation, il faut déjà s'assurer que la mise en production, c'est-à-dire le fait que la machine va être disponible et va tourner 24 sur 24 ou presque, c'est déjà une histoire qui tient. Et ça, donc on a réussi, on a maintenant plus de 6 mois d'expérience sur le domaine. On a eu quelques bugs, ça arrive. Le bug le plus courant, c'est le début du mois quand Microsoft fait une mise à jour de ses logiciels. Tout s'arrête. C'est vrai. Hein, et donc du coup, mettre en production, ça veut dire déjà retirer les OS commerciaux parce que ça s'arrête. Et donc il a fallu faire ça. L'industrialisation, c'est prendre la main, mettre la main dans la machine et reprendre un peu tout ça. Ensuite, on a stabilisé donc le hardware, le software. Il y a eu tout le sujet de vérifier aussi en termes de supply que c'était bon. Et donc voilà. Et on est assez confiant maintenant avec la première commande qu'on a reçue sur le fait que on l'a reçue donc la commande en janvier. On va la livrer 8 mois après. Donc 9 mois après si on compte l'été, bon l'été c'est quand même un peu particulier, mais voilà. Et ça c'est quand même aussi un challenge de préparation, tant au niveau hardware, donc vérifier que les fournisseurs vont nous livrer, et côté logiciel, parce qu'il va falloir s'assurer que c'est stable et qu'il va y avoir tout ce qui est mis à jour maintenant, c'est que ça va tenir. Donc on a passé ces premières étapes, on est en train de les passer puisque la livraison aura lieu au mois d'octobre. Et c'était vraiment les sujets importants et les sujets de l'année pour Candela. Et on est en mi-année et je pense que c'est en train d'être une future réussite. Bon, super, merci. Pierre, de C12, vous êtes une start-up très technologique avec votre technique justement de nanotubes de carbone. Quels sont les défis à rencontrer pour l'industrialisation de la fabrication de ces puces quantiques ? Oui, alors les défis, en fait, on les a résolus par étapes. Je dirais que dans les grandes étapes d'industrialisation de notre ligne de fabrication, de notre ligne de production, on peut en noter 3. Donc la première, elle s'est terminée l'année dernière, c'était du coup de la création 2020 à 2022. Donc là, on travaille vraiment sur uniquement des prototypes. On travaille en fait, c'était à ce moment-là où on était encore hébergé par le laboratoire de physique de l'école normale supérieure. Et ça a permis effectivement de développer une première chaîne de production, les premiers contrôles de qualité qu'on voulait avoir sur la fabrication de ces puces quantiques. Et la deuxième étape, on est en train de la démarrer aujourd'hui. Elle va durer 2 ans, donc c'est 2023-2025.
Et là, on a en fait construit notre propre ligne de production, donc une ligne de production pilote. Elle est hébergée, donc là cette fois-ci, dans nos propres locaux à Paris. Donc on a tout ce qu'il faut pour construire nos ordinateurs quantiques, y compris par exemple une salle blanche, une salle de chimie aussi pour la partie fabrication des nanotubes de carbone. Et là, ce qui est important, c'est de l'avoir en propre pour avoir un contrôle sur toutes les étapes de fabrication et aussi une vraie flexibilité. C'est ça qui permet en fait d'itérer rapidement sur chaque génération de puces quantiques, parce qu'aujourd'hui, c'est le défi le plus important, c'est d'avoir une capacité d'itérer rapidement. Et puis ensuite, la dernière étape qui commencera à partir de 2025 et qu'on est déjà en train de préparer avec un partenariat avec le CEA Leti à Grenoble. C'est un partenariat vraiment d'industrialisation. Donc là, on est plus sur des logiques effectivement de volume et de qualité industrielle avec un modèle mixte qui sera à la fois fabless et avec une partie aussi en propre sur la partie nanotube de carbone. Ok, merci. Guillaume, de CryoConcept. En revanche, CryoConcept, ça fait partie de la famille donc, des techno-habilitantes, comme vous disiez. Vous devez fournir donc, des composants intégrés pour les startups du calcul quantique, comme C12 par exemple. Et donc, ces composants doivent être déjà complètement industrialisés. Quels sont alors donc, les défis technologiques que vous rencontrez? Et CryoConcept, en fait, ce n'est pas forcément uniquement du froid. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors effectivement, je dirais qu'un des enjeux, c'est que en fait, comme le quantique est en train de passer d'un statut où on avait des machines de laboratoire à ce qui va devoir devenir des data centers. Donc Valérie en parlait tout à l'heure de disponibilité. Donc effectivement, on doit viser une disponibilité quasi parfaite des machines. Et ça a supposé beaucoup de défis à relever au niveau de la modularité de nos unités de dilution, au niveau de la maintenance ou au niveau de l'interchangeabilité de certains composants. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet de scale-up, puisqu'on vise des ordinateurs qui auront potentiellement 1 million de qubits. Et en fait, aujourd'hui, les cryostats n'ont déjà pas la puissance nécessaire pour aborder la prochaine génération d'ordinateurs quantiques. Et donc très clairement, il va y avoir des nouvelles briques de technologie à développer, aussi d'autres briques de technologie existantes à mettre en place pour réussir à avoir des data centers quantiques de taille respectable. On travaille également sur toute la partie gaz, puisqu'on utilise donc, pour atteindre ces niveaux de froid extrêmes deux gaz, notamment qui sont l'hélium 3 et l'hélium 4. Et donc là, on travaille notamment beaucoup avec Air Liquide sur le fait de sécuriser cet approvisionnement. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on est, comme vous disiez, intégrateur de technologie. Je pense notamment au câblage, qui est vraiment essentiel pour le contrôle des ordinateurs quantiques, et sur lequel, là aussi, on travaille en lien avec l'écosystème pour savoir mieux adapter ce câblage aux besoins du calcul quantique. D'accord, ok. Guillaume, de Victor, de même que CryoConcept vient de le souligner, vous représentez donc les fournisseurs de technologies pour le calcul quantique. Vous devez déjà avoir des produits et vous fournissez des éléments donc, pour le calcul quantique qu'il achète lui-même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu en première ligne sur ce défi d'industrialisation ? Je crois que c'est un peu comme ce que disait Guillaume, c'est qu'on n'est effectivement pas nous-mêmes intrinsèquement dans la physique quantique comme Pierre ou Valérian, mais néanmoins on est là pour les servir. Et donc la première chose qu'il va falloir faire dans l'avenir, c'est dire voilà, mon processeur, je veux le faire fonctionner, je veux l'industrialiser pour pouvoir le mettre chez quelqu'un ou le mettre dans un centre de calcul. Et nous, on va fournir des technologies qui sont habilitantes, qui permettent justement de faire fonctionner ces systèmes en regardant dans l'avenir. Et donc c'est peut-être à nous d'être les plus près effectivement industriellement pour pouvoir supporter ces systèmes demain. Et que ce soit effectivement dans le froid ou effectivement dans tout ce qui est câblage et toute la problématique qui y est liée, de même l'électronique qu'il y a dans le cryostat, c'est très important pour pouvoir industrialiser et monter à 1 million de qubits, effectivement, si on vise ça en 2028. 1 million de qubits ? C'est ce que nous visons, la capacité de contrôler 1 million de qubits dans un cryostat, si possible celui de Guillaume, j'ai rien contre, mais en tout cas la capacité en tout cas d'offrir ça. Et après, aux physiciens quantiques de mettre en face effectivement le nombre de qubits nécessaires pour aller là-bas. Mais nous, on doit faire notre part en tant que, je dirais, industriel un peu plus classique,
d'amener ces technologies à disposition et de manière solide et fiable pour qu'elles puissent être mises en œuvre avec la physique quantique. Ok. Et enfin, Olivier, vous, à l'autre extrémité, vous êtes donc la plus jeune start-up, vous êtes aussi dans le domaine du soft, ce qui est quand même très différent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'industrialiser? On comprend la démarche donc, du coup, pour le hardware ou pour la technologie habilitante, mais pour vous, c'est quoi dans le domaine du soft? Alors, pour une plateforme de software comme Qubitsoft, on a deux défis en fait. Le premier défi, c'est un défi de contenu de l'offre, de business model. Ça ne vous a pas échappé que le software et l'algorithmie étaient quand même dépendants de la maturité du hardware sous-jacent. Et donc, il faut de la résilience. Il faut accompagner la croissance et la montée en puissance de ce hardware dans la durée. Donc, il faut trouver des domaines, il faut identifier des domaines qui soient suffisamment porteurs de valeur sur le court terme, avec des synergies de compétences pour pouvoir tenir. Alors nous, on a sélectionné deux sujets, le quantum machine learning, j'en parlais en introduction, et l'optimisation. Pour des raisons, parce qu'il y a des synergies de compétences d'abord, et puis aussi parce qu'il y a des moyens d'utiliser des technologies intermédiaires, comme l'inspiré quantique ou le quantum annealing, qui vont nous permettre d'accompagner le client dans une démarche progressive de création de valeur. Donc ça c'est très important, premier défi. Et le deuxième, Valérie en parlait tout à l'heure, très classique dans le software, mais ô combien important dans le quantique, c'est l'industrialisation de la plateforme elle-même. Je pense que ça ne vous a pas échappé non plus que les cas d'usage étaient très souvent cœur de métier, quasiment tout le temps cœur de métier. Je ne vois pas la Matmut ou quel client que ce soit faire tourner un algorithme sur une plateforme qui soit du type R&D, ça ne marche pas. Donc il va falloir de la robustesse, de la haute disponibilité, du support, une vraie production informatique. Et ça, c'est compliqué pour nous parce que c'est un autre métier, c'est un deuxième métier. Le métier d'une plateforme logicielle as a service de production pour un client entreprise, c'est un deuxième métier. Donc un formidable défi de compétences en complément de celui de l'algorithmie, évidemment. Très bien. Beau défi. En parlant de ça, vous avez parlé donc de défis, mais maintenant j'aimerais bien parler un petit peu des moyens qui sont mis en œuvre pour y arriver et où est-ce qu'on en est. Donc Pierre de C12, où est-ce que nous en sommes concrètement? Votre industrialisation regroupe un bon nombre de partenaires de l'écosystème. Donc comment tout cela s'organise? Comment se fait les relations entre les fournisseurs, etc. Ouais. En fait, je pense que ce qui est intéressant sur ces défis d'industrialisation que connaît toute la filière quantique, c'est intéressant de noter qu'il y a un grand nombre de projets qui se font en collaboration. Alors typiquement, par exemple, dans le cas des processeurs C12, ils doivent opérer très proche du zéro absolu. Donc on a besoin, par exemple, des machines qui sont construites par CryoConcept. Et donc on a un projet avec CryoConcept pour imaginer justement les machines qui permettront de faire tourner les ordinateurs quantiques de demain. Et pareil sur la partie également contrôle et amener routage du signal, où là, du coup, on va travailler avec d'autres industriels. Et je trouve que ces collaborations très proches, où finalement, on dépasse une relation client-fournisseur, elle est effectivement très intéressante et prometteuse pour accélérer l'industrialisation du quantique. Ok. Guillaume de Victor, C12 donc nous parle de partenaires, de fournisseurs, et en parallèle de ça, est-ce que cette industrialisation ne pourrait pas être l'occasion de mettre en place des éléments qui soient communs, en fait, à toutes ces startups, qui soient nationaux, qui soient regroupés, en fait, un moyen de production partagé? Oui, alors ça c'est un vrai sujet. Les plateaux techniques, les compétences, on pourrait même aller jusqu'à des compétences partagées, mais au moins des plateaux techniques, des moyens de test, des moyens de fabriquer effectivement des usines partagées, on en parle beaucoup, c'est à mettre en place. Je pense qu'on est dans une industrie en plus qui est assez early stage, donc on peut se permettre d'envisager de produire différemment. Peut-être parce qu'il y aura une rationnelle pour l'environnement qui pourrait être intéressante, une rationnelle pour les investisseurs qui du coup savent que leur investissement est partagé ou au moins ce sera moins important pour servir pareil derrière. Et on voit déjà des tentatives de plateaux partagés.
J'en ai vu aussi au Québec, par exemple, qui ont à un moment donné fait un espace quantique, 10 000 m² partagé. Il y a beaucoup de startups françaises qui y vont d'ailleurs. Et ça, c'est assez exceptionnel comme site, de se dire, voilà, on va pouvoir avoir des cryostats ensemble, en time sharing. On va pouvoir avoir des fibres optiques enterrées qui puissent être utilisées par l'un ou l'autre. Je pense que c'est une thématique dans laquelle il faut aller, oui. Merci. CryoConcept, à l'opposé, c'était donc une ancienne startup que nous connaissons bien, qui fait maintenant partie donc, du groupe Air Liquide. Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value Air Liquide pour l'industrialisation? Est-ce que vous êtes en meilleure position en termes d'industrialisation en faisant partie de ce groupe-là? Oui, tout à fait. Je dirais que l'apport d'Air Liquide a été énorme en termes d'industrialisation. Donc aujourd'hui, CryoConcept a complètement industrialisé l'unité de dilution, ce qui va nous permettre de construire des cryostats plus modulaires et de plus grande taille. Ça nous a permis aussi de nous adosser à un acteur majeur du quantique pour fournir un cryostat pour la prochaine génération d'ordinateurs quantiques, chose que CryoConcept n'aurait clairement pas pu faire en étant une start-up isolée. Et ensuite, effectivement, on a aussi différents niveaux de collaboration, que ce soit au niveau de la R&D, au niveau bien sûr du financement, et ensuite au niveau recrutement qui aide CryoConcept à croître et à gagner en puissance. Ouais, vous recrutez beaucoup? Oui. D'accord. Pour Cubisoft, Olivier, et pour vous, quels sont les défis technologiques donc, à surmonter? Est-ce que vous rencontrez des difficultés donc, en termes de compétences, de ressources pour ce défi d'industrialisation? Définitivement oui. Pour moi, la clé du succès, c'est vraiment l'écosystème avec un grand E. L'écosystème de l'ensemble des startups. On n'est absolument pas des compétiteurs, on va tous gagner ensemble si on travaille ensemble, et c'est important pour la France, évidemment. L'écosystème qui inclut les organismes qui nous aident, bien sûr, hein, la région, la BPI, l'ADEME, j'en parlais tout à l'heure, et puis bien sûr les grandes entreprises. Moi, je pense que c'est extrêmement important d'être accompagné par les grandes entreprises pour arriver à co-construire ce futur. Et après, le problème des skills se règle à peu près tout seul, parce que quand on travaille bien dans ces écosystèmes, subitement, on devient attractif et les compétences arrivent. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est avant tout quand même un grand défi de compétences, cette aventure. Ouais, merci. Bon, ben, qu'on est là, Valérian, vous allez bientôt investir donc, dans une usine. Pouvez-vous nous dire un peu les problèmes que vous avez rencontrés et ce que vous allez faire? Et puis, quand est-ce que c'est prévu? Mon petit doigt m'a dit que c'était en juin, c'est ça? Ouais, donc effectivement, tous ces enjeux, comme Pierre l'a dit, ça demande un peu des locaux un peu particuliers, hein. Il faut des salles blanches, il faut des locaux industriels. Donc il y a effectivement l'initiative Maison du Quantique qui va être un tremplin pour être sur les relations dans l'écosystème, mais tous ces enjeux de production, de stabilisation, de mesure, de test du hardware et ensuite avoir des fermes, des hébergements d'ordinateurs quantiques qui seront disponibles dans le cloud, ça demande des mètres carrés. Et donc on a planché là-dessus. Ça fait plus d'un an que on a travaillé et investi des efforts et des ressources sur le sujet. Et donc on arrive maintenant à terme d'une première phase où on va pouvoir inaugurer bientôt à la fin du mois la première tranche de notre usine. Une petite usine, hein, moi j'appelle ça, c'est plutôt des espaces industriels où on va pouvoir passer à l'étape d'après dans notre développement, avec des bancs d'assemblage, avec des endroits logistiques, donc c'est-à-dire pouvoir gérer facilement le chargement et le déchargement des machines, des matières premières, en tout cas des cryostats. On utilise quand même quelques petits cryostats, des lasers. Donc tout ça, ça va se faire. Donc on a choisi l'Essonne, donc le Massy, au cœur du plateau de Saclay pour mettre cette chaîne d'assemblage, sachant qu'en plus, en parallèle, on en parle beaucoup moins mais c'est très critique. On a aussi investi dans notre propre salle blanche au cœur de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, pas très loin de Systématique, sur le plateau de Saclay, où là, on a totalement privatisé pas loin de 250 mètres carrés de salle blanche, 100% propriétaire dédié à Candela. Et c'est là où on va pouvoir passer de la fabrication de quelques générateurs de qubits par mois à quelques dizaines de générateurs de qubits par mois. Et donc c'est là où, vu d'ensemble, on a cette salle blanche sur le plateau de Saclay à Palaiseau qui va nous permettre de monter en grade, en volume, sur la fabrication des semi-conducteurs, et ensuite à Massy faire l'assemblage des semi-conducteurs, le test,
et l'assemblage des machines complet, et ensuite l'hébergement pour alimenter le cloud de Candela. Donc on arrive dans cette seconde phase qui est voilà, une première phase d'industrialisation et de mise en production. Eh ben super, merci beaucoup. Bon, je crois que le temps est bientôt fini. Je vous remercie d'avoir répondu encore une fois à la proposition de la région de venir, et puis hâte de voir la suite. Merci. Merci.